Eh bien déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Moi, c'est mon premier Pépite Café, donc voilà, c'est un Quel bon stress. baptême du feu en étant directement voilà, en tant que panéliste. Donc je suis Jean-Charles Sauret, donc je travaille chez Toyota depuis 17 ans déjà maintenant. Et ça fait un an allez, un an et demi que je suis à la tête du département qui s'appelle Expérience Client et Data, qui regroupe justement tout ce qui se fait l'expérience client non physique, mais à partir de la donnée, et donc notamment à partir des verbatims. Ça regroupe notamment les activités CRM et puis voix du client. Dans ce pépite café, aujourd'hui, et dans nos 30, allez, entre 30 et 40 minutes à peu près ensemble, je vais vous donner un petit peu de contexte, vous expliquer un petit peu qui est Toyota et quelle est cette culture client qu'on a en nous. Je vais vous raconter un petit peu aussi quelles sont nos différentes méthodologies d'écoute avec qui on travaille. Voilà, on essaye d'avoir un panel assez large justement là-dessus. Et ensuite, pour le thème du jour, eh bien, j'ai choisi deux irritants qu'on a travaillé sur 2024, donc qui vont me permettre de vous donner des éléments vraiment concrets, comment on a identifié ces irritants, qu'est-ce qu'on a mis en place et quels sont les résultats surtout qu'on arrive à avoir quelques mois après. Et puis, je ferai un petit focus ensuite sur l'animation du réseau, parce qu'il y a quelque chose qu'on fait spécifiquement avec AirDeal, qui fonctionne très bien et qu'on a revu là aussi, qui nous a fait un petit peu changer aussi notre manière d'animer le réseau et d'animer la voix du client. Donc, comme je disais, je ne vous vois pas, je ne vois pas le chat, je ne vois pas les gens, donc n'hésitez pas à m'arrêter, notamment voilà, Marie-Louise, s'il y a le Promis, ils moindre. sont pas encore partis, Jean-Charles, tout va bien. Je Voilà, vérifie. ok, super, génial. Écoute, j'espère que ça va pas. Alors, moi, je ne verrai pas, tu vois, Oui, c'est ça. que les gens quittent au fur et à mesure. Euh, Petit nota bene en bas, voilà, on Oui. partagera, on verra sous quelle modalité, mais la présentation, un petit peu les supports avec vous tous, et puis la session est enregistrée. Donc, si on démarre avec un petit peu de contexte, donc sur Toyota en France, juste pour se donner quelques chiffres. Donc, Toyota en France, nous sommes une filiale de distribution hein, de Toyota Europe. Donc, vous avez Toyota Motor Corporation au Japon, un siège social européen qui est à Bruxelles, en Belgique, et ensuite, on a donc des filiales vraiment concentrées sur la partie distribution. Donc, c'est vraiment notre rôle d'amener de la distribution, de faciliter la distribution de nos produits, la partie après-vente, et bien évidemment l'expérience client. Donc, il y a 350 collaborateurs. Donc, j'ai souvent tendance à dire qu'on est une PME au sein d'une multinationale, puisque voilà, Toyota est un groupe énorme au niveau mondial, mais en France, on est plutôt de taille PME. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ces chiffres, ces ordres de grandeur par rapport à vos structures et aux organisations qu'on peut avoir un petit peu ailleurs. Euh, Toyota France s'assoit et s'appuie sur un réseau de distribution. Donc, on a plus de 300 points de vente Toyota et Lexus, puisqu'on travaille pour les deux marques. Hein, on a les deux marques représentées. C'est 270 points de vente Toyota et puis une quarantaine de points de vente Lexus, un petit peu partout en France. Et point important, ce sont tous des concessionnaires indépendants. Et là aussi, on va pas mal se parler d'animation du réseau. Et voilà, c'est important que vous gardiez en tête que ce sont des gens qui sont indépendants et qui ont des contrats de concessionnaire avec nous, mais qui ne nous appartiennent pas à proprement parler. Aussi, petit cocorico, donc Toyota produit en France, l'usine de Valenciennes, depuis 2001. Il y a 5000 employés maintenant, ça ne cesse de grossir. On a annoncé encore plus de 600 CDI là. Donc 5000 employés vraiment dans l'usine. Et puis après, vous avez tout l'écosystème des fournisseurs. Et on a passé le cap il y a quelques jours, vous l'avez peut-être vu passer, des 5 millions de véhicules produits en France depuis 2001. Et la Yaris a été pendant très longtemps le véhicule le plus produit en France. Et puis enfin, pour ceux qui vont un petit peu dans le sud, voilà, on fait le nord et le sud. On a également un centre de design à Sophia Antipolis. Il y a 4 centres de design Toyota dans le monde, aux États-Unis, au Japon et en France. Donc voilà, là aussi, petit cocorico. Donc Sophia Antipolis, c'est pas très loin de Cannes, hein, pour ceux qui Hmm. ne connaissent pas cet endroit. Mais voilà, qui est un pôle d'activité à hauteur de Cannes. Donc ça, c'est juste pour se donner un petit peu de contexte. Et bien évidemment, je le rappelle, mais donc on vend des voitures et on vend également maintenant des vélos. Hein, là aussi, dans le travail de la mobilité, donc vous pouvez aussi acheter des vélos principalement cargo, plutôt à destination de professionnels, dans les concessions Toyota. Euh, L'entreprise Toyota a toujours mis le client au centre. Et la dernière fois, en juin, on parlait un petit peu avec certains d'entre vous de la culture client, qui parfois est difficile à créer dans une entreprise. Nous, c'est plutôt l'inverse hein, chez Toyota. La centricité client a vraiment été mise en place depuis sa création.
Je vous ai mis juste deux citations. La première n'est pas tout à fait une citation, mais c'est un des principes fondateurs de Toyota en 1937, avec notamment cette notion bien évidemment produit, mais aussi de service exceptionnels qui répondent aux besoins des clients. Donc il y a 12 grands principes fondateurs de Toyota de 1937. Et voilà, cette notion d'apporter du service au client et de répondre aux besoins du client était déjà un principe fondamental. Et on voit aujourd'hui, là je vous ai mis une citation d'Akio Toyoda, qui était encore à l'époque, maintenant ce n'est plus lui, mais le président de Toyota Motor Corporation, il est encore chairman, et c'est surtout le petit-fils du fondateur, donc il porte le nom de la marque. Voilà, qui a cette citation que je trouve magnifique, forcément, en étant là depuis 17 ans, mais même sans ça. Voilà, il nous appartient de gagner chaque jour le sourire de nos clients. Donc, il y a vraiment cette notion voilà, d'amener du bonheur qui fait partie de notre mission. Et ça s'appuie sur une philosophie voilà, japonaise qui n'est pas propre à Toyota, mais vraiment à la culture japonaise, qui s'appelle l'omotenashi. Donc il y aura quelques mots de japonais comme ça de temps en temps. Donc l'omotenashi, c'est vraiment cette philosophie d'accueil et de service et d'expérience du client au Japon. Ça repose sur trois principes. Euh, ouais, C'est juste un problème de store, vous inquiétez pas. voilà, il y a juste le store du magasin dans tout, mais ça y est, il ouvre une fois, il ferme une fois par jour, donc on est tranquille. Donc voilà, l'omotenashi, qui est la philosophie japonaise, qui repose sur trois principes: l'anticipation des besoins, le souci du détail et exprimer sa gratitude. Hein, donc c'est vraiment les trois grands principes japonais et que Toyota essaye de mettre en œuvre au quotidien finalement dans ses actions. Maintenant qu'on a été très high level, Toyota, la partie vraiment culture d'entreprise, je vous donne quelques éléments de contexte de Toyota en France et de nos chiffres. Euh, alors le NPS, on avait un petit peu le débat avec Marie-Louise et Séverine, et puis on a eu le débat en interne. Est-ce que c'est une donnée confidentielle ou pas? Et donc voilà, en interne, on m'a dit, ah écoute, c'est compliqué de trouver le NPS des autres marques, donc j'ai l'impression que c'est quand même confidentiel. Donc je ne vous ai pas mis le chiffre officiel. Néanmoins, je peux vous le dire comme ça, alors c'est enregistré, donc on fera une petite coupure montage. Non, mais voilà, globalement, sur la partie vente, on est plutôt dans la zone des 80. Dans la partie après-vente, on est plutôt dans la zone des 75. Wow. Ce que je mets de manière générale, voilà, c'est ce 70 plus de manière générale. Et je ne sais pas si vous l'avez vu un petit peu, mais dans la librairie du NPS, voilà, un NPS au-delà de 70 c'est déjà souvent considéré comme un NPS assez exceptionnel. Donc on arrive à avoir cet indicateur et même à être au-delà. Donc on en est très fiers. Mais voilà, entre le côté un peu confidentiel et le côté aussi humilité un petit peu de Toyota, voilà, c'est pas forcément des choses qu'on va claironner, mais nos clients sont satisfaits, nous recommandent, et on a aussi des grands scores de rétention. Et donc, on remercie surtout nos clients pour tout ça, pour la confiance qu'ils nous accordent. Et on remercie nos concessionnaires, parce que là encore, nous, on met cette expérience dans la main de nos concessions indépendantes. Et donc, c'est eux qui sont garants de cette expérience client, et ils le font bien, et ça se retranscrit auprès de nos clients. Je vous mets le sentiment de score, qui là est notre vrai sentiment de score. Je ne sais pas si c'est moins confidentiel, mais donc le sentiment de score tel que nous on le calcule, donc c'est vraiment le nombre de verbatim positifs moins le nombre de verbatim négatifs. Et donc, on est à 60. Donc, on a plus de verbatim positifs que de négatifs, heureusement. Et on en est content. Et on accueille aussi à bras ouverts le côté négatif. Puisque là, si on se remet aussi dans les grands termes japonais, on est habitué du Kaizen. Le Kaizen, donc cette amélioration continue pas à pas et cette vraie philosophie de dire qu'on peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux. Donc, on est aussi content parfois de savoir ce qui ne va pas. Même si les gens globalement sont très satisfaits, c'est toujours intéressant d'avoir par moment des points de détail. Et puis, on a aussi le plaisir et la chance d'être reconnu par nos clients aussi via des sociétés externes. Donc là, je vous ai mis par exemple le podium de la relation client Kantar et Bearing Point qui est fait. On a eu la chance cette année encore d'être mis numéro 1 au niveau automobile. On était numéro 3 tout secteur confondu. De mémoire, c'était Nespresso, la Maïf, je crois, et ensuite Toyota. Voilà, et on a été lauréat 11 fois. Donc, c'est un vrai symbole du travail et de cette philosophie voilà, client et du travail client qu'on essaye d'amener et qui se retrouve au quotidien. Après cette partie de contexte, voilà, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de cette partie voix du client et des méthodologies d'écoute finalement. Voilà, comment on arrive à prendre cette voix du client, nous, chez Toyota. Alors, l'objectif chez nous, c'est vraiment de prendre la voix du client un petit peu partout
sur son parcours. Donc là, je vous ai mis un parcours relativement simplifié hein, depuis la phase d'intérêt. Ensuite, il achète. Ensuite, il utilise son véhicule. C'est vrai qu'on est sur des produits avec automobile des usages assez longs sur plusieurs années. Et puis ensuite, si tout va bien ou pas, la partie renouvellement. Je dis si tout va bien ou pas parce qu'on a beaucoup de clients qui sont très satisfaits, donc ils n'ont pas envie de renouveler leur voiture parce qu'ils ont simplement envie de continuer à utiliser leur Toyota. Et vous le voyez, on a quelques enquêtes vraiment clés qu'on vient mettre à chaque grande étape. Une partie parcours digital qui là va faire un peu le suivi des visites sur le site toyota.fr. Donc on va venir envoyer une enquête comme vous pouvez la voir un peu au niveau de l'industrie de manière générale. Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que vous avez trouvé ce que vous souhaitiez, etc. On va avoir ensuite une enquête prospect, la deuxième, qui, elle, vraiment se passe en concession. Hein. Parcours digital, j'étais chez moi, entre guillemets, sur le site. Enquête prospect, là, c'est une vraie enquête d'expérience physique en concession. Donc, les gens sont venus, ils ont eu un devis, une simulation, ils n'ont pas encore acheté, mais ils sont venus chez nous. Et donc là, on va essayer de savoir un petit peu comment ça s'est passé vraiment physiquement dans les interactions humaines qu'ils ont pu avoir. Troisième enquête en jaune, c'est l'enquête vente. Donc là, voilà, si tout va bien, à un moment, ils ont acheté le véhicule et donc quelques jours après l'achat, que ce soit un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion, on a deux enquêtes distinctes, mais on va venir leur demander ben voilà, comment s'est passée votre expérience d'achat chez nous. Ensuite, je vous le disais, on a une période d'usage qui est assez longue et là, on va faire une enquête ownership qui là va être moins une enquête sur l'expérience en concession ou une expérience humaine, mais plutôt une expérience avec son produit. Donc l'expérience ownership, c'est 6 mois après votre achat. On va vous demander bah, finalement comment ça se passe. Est-ce que vous êtes toujours satisfait de votre Toyota ou de votre Lexus? Est-ce qu'il y a des choses qui vous déçoivent? Est-ce qu'il y a des choses qui sont des points forts, etc. pour commencer à se nourrir et identifier à chaque fois des irritants ou des petites choses qu'on pourrait corriger. On a ensuite l'enquête après-vente. Donc là, pour ceux qui ont des véhicules, bah, un véhicule, ça s'entretient normalement une fois par an ou tous les 15 000 km sur une Toyota. Donc, vous êtes censé venir en concession une fois par an. Et là, on va aussi vous demander bah, est-ce que tout s'est bien passé finalement quand vous êtes venu à l'après-vente. C'est souvent des personnes un peu différentes. Voilà, c'est pas exactement le même accueil, la même philosophie ou autre. Donc, c'est important pour nous de savoir comment ça se passe. Et puis, l'enquête renouvellement, là, ça va être plus pour commencer à identifier un petit peu une satisfaction très long terme, donc de 3 à 7 ans. On va contacter nos clients pour commencer à identifier des opportunités de renouvellement. Donc là, on a des très bons taux d'ouverture, à chaque fois des très bons taux de retour, mais on a, je vous le disais, beaucoup de gens qui sont très satisfaits de leur Toyota et donc ils n'ont pas forcément envie de renouveler, non pas parce qu'ils veulent quitter la marque, mais parce qu'ils sont très Il faut satisfaits. jamais quitter la marque. On n'espère pas, voilà. On espère qu'il reste à chaque fois le plus possible, avec nous. Et du coup, j'en profite Vas-y. pour initier une question qu'on abordera peut-être ou maintenant ou dans les échanges, puisque dans le chat, une petite question qui est de dire, bah, voilà, est-ce que ça ferait pas beaucoup d'enquêtes? Voilà. Donc, Ouais, ouais, on sait qu'il y a un éternel sujet là-dessus, et du coup, on va profiter d'avoir justement le numéro un du podium de la relation client de l'automobile pour recueillir la sainte parole sur le sujet. Et ouais. ça peut être maintenant ou ça peut être tout à l'heure, Jean-Charles. Donc, mais voilà, Ouais, non, non, j'ai relayé. non, non, on peut s'en parler. Alors, mis sur une slide comme ça, je comprends, ça peut paraître beaucoup. Ce qu'il faut, c'est vraiment voir ça sur un temps relativement long, parce que potentiellement, le parcours digital, le moment où vous allez commencer à réfléchir à votre acte d'achat, on va dire que ça va être le mois zéro. Avant de passer à l'acte et d'aller en concession, bah, vous allez peut-être discuter un peu avec vos collègues, vos amis, etc. Vous allez prendre le temps. C'est un achat qui est quand même assez engageant, voilà, financièrement, etc. Donc, c'est plutôt un mois après, vous allez venir en concession. Donc là, vous avez une deuxième enquête. Généralement, la vente se fait pas non plus tout de suite. Hein, donc, parfois, vous allez peut-être avoir encore un mois ou 2 mois. Il y a des gens qui attendent très longtemps. Hein, la phase de réflexion est très longue dans l'automobile. Donc, Ouais. c'est encore 1 ou 2 mois après. Et vraiment, là, avec des questionnaires qui sont plus ou moins longs. Hein. Un parcours digital, c'est 4-5 questions. Un parcours vente, par contre, là, vous avez fait un acte d'achat. Donc là, on va être dans quelque chose d'un peu plus long. Après enquête ownership, c'est 6 mois après. L'après-vente, c'est encore 6 mois après l'enquête ownership. Et l'enquête renouvellement, c'est potentiellement 2, 3, 4 ans après. Donc, on a des timings assez larges. Par contre, c'était quand même un point qu'on avait en tête. On s'est dit comment on peut intégrer ces enquêtes dans une communication potentiellement qu'on a déjà avec le client. Et ça va répondre un peu à une partie de la question. C'est de se dire, on ne veut pas forcément pousser une enquête pour juste une enquête. Donc en fait, on a intégré la majorité de ces enquêtes dans nos parcours CRM.
Et en fait, si je prends l'exemple de l'enquête vente, quand j'achète un véhicule, un jour après que j'ai signé mon bon de commande, je vais recevoir eh bien, toute une somme d'informations liées à mon achat. Bienvenue dans la marque, merci de nous avoir fait confiance. Voici les infos clés sur votre voiture. On va donner quelques informations, par exemple des petits tips, etc. Ou là, sur la phase d'attente, bah, je vous confirme, votre véhicule est entré en production. On va donner quelques infos un peu à la mode Amazon sur votre colis en disant, bah voilà, votre véhicule est en production, votre véhicule est sur le bateau, ou sur le train, ou sur le camion en fonction de là où elle vient, etc. Et en fait, intégré dans cette communication qui est donc personnelle, dédiée, etc., Ouais. on va placer l'enquête Mhm. pour éviter justement d'avoir trop de points de contact. En fait, le nombre d'enquêtes n'est pas gênant. Nous, ce qu'on travaille, c'est surtout le nombre de points de contact. Donc, si j'ai déjà un point de contact avec mon client sur un message ultra personnalisé qu'il attend, en fait, et qu'il est très content de recevoir, j'en profite pour lui dire, bah tiens, votre avis d'ailleurs nous est précieux. Merci de répondre. Alors là, je vous le fais très mal, mais voilà. Merci de répondre à quelques enquêtes. Donc, c'est aussi comme ça qu'on arrive à faire en sorte que ces enquêtes soient un peu fondues finalement dans une communication générique. Ouais. Et d'ailleurs, ça m'amène à un point qui est que justement dans l'organisation, donc moi je suis arrivé il y a 1 an et demi, en fait, il y a 1 an, on a fait le choix. On avait deux équipes, en fait, CRM et voix du client qui étaient distinctes. Et ces deux équipes ont été mises dans un seul et même service. Et donc, j'ai maintenant une chef de service qui gère le CRM et la voix du client, qui gère en fait la communication un peu aller-retour. C'est-à-dire que le CRM, c'est plutôt une communication de nous vers le client. Puis on avait la voix du client qui était plutôt une communication du client vers nous, mais on s'est dit, mais en fait, c'est la même discussion qu'on devrait avoir. Mhm. Et donc, on a mis ça ensemble, et donc les équipes sont maintenant mutualisées et échangent beaucoup pour essayer vraiment de capitaliser là-dessus. Ouais. Donc, c'est presque, on peut parler de design, mais il y a une expérience client, une expérience spécifique dans les enquêtes, et tu le dis bien, tu n'es pas dans une espèce de prédation où tu viendrais pomper uniquement de l'information. Mais dans un Bon, échange, c'est associé. Et puis bon, après, voilà, il y a plein de questions sur le chat qui montrent l'intérêt, et j'en suis désolé, parce que en plus, le nombre de participants ne cesse de monter depuis que tu interviens. ok. Tu vois, là, on a déjà Alors, écoute, dépassé peut-être même le NPS de Toyota, tu vois. Donc, je te c'est redonne la possible. parole pour qu'on puisse poursuivre, effectivement. Et puis, on Allez, ça reviendra marche. Du coup, après à l'issue. dans ces cas-là, j'essaye d'avancer et puis on Ouais, gardera ouais, du temps à la fin ouais. sans problème. Voilà, donc ça, c'est un peu toutes les enquêtes automatisées, on va dire, qui ont des déclencheurs aussi, voilà, très techniques ou autres. Et puis, on a aussi beaucoup d'enquêtes ad hoc qu'on crée aussi, que ce soit des enquêtes pour l'interne, parfois, pour sonder nos clients utilisateurs, Toyota France, pour faire des enquêtes auprès du réseau, auprès de nos clients, auprès de nos prospects. Donc, voilà, on a toute une bibliothèque d'outils dont je voulais justement vous parler, juste pour les citer. Mais c'est vrai que dans cette volonté de pouvoir prendre de la voix du client un petit peu partout et de récolter ce feedback de manière vraiment précise, bah voilà, on a plein d'acteurs. On a un acteur principal qui était Ibex pour toute la partie NPS. Je dis qui était parce qu'on est en train de changer et sur l'année 2025, on va passer maintenant avec Qualtrics, qui est aussi bah, une des places fortes de la voix du client et un des outils forts. On a bien évidemment Erdil, avec qui on travaille, comme disait Séverine, depuis de nombreuses années, là plutôt sur la partie voilà, verbatim et analyse des verbatim. On a aussi en bas à gauche un outil qui s'appelle Sprinkler, qui lui est un outil de gestion des réseaux sociaux. Et on essaye également maintenant d'intégrer de plus en plus dans notre analyse de la voix du client aussi tous les réseaux sociaux. Toyota vient de se lancer sur TikTok d'ailleurs, donc on est en train de rajouter TikTok, mais voilà, tout ce qui est Facebook, Instagram, LinkedIn et donc maintenant TikTok, on essaye aussi d'aller chercher un peu plus d'indicateurs au-delà d'une réponse individuelle qu'on peut apporter aux clients. On a aussi un outil dans Salesforce, on s'en reparlera, mais en fait, nous, tout notre écosystème concessionnaire est fait dans un univers Salesforce, toute notre plateforme CRM est sous Salesforce. Et il y a un module dans Salesforce qui s'appelle Feedback Management qui permet aussi d'administrer des enquêtes qu'on utilise aussi notamment parce que notre data principalement client est sous Salesforce. Et on peut aussi utiliser du Get Feedback là plus pour des enquêtes un peu ad hoc sur du prospect ou dans le cadre d'un événement qu'on peut faire. Par exemple, on était aux Jeux Olympiques, on sera à Rétromobile, etc. Voilà, dans des événements un peu plus en extérieur. On utilise un petit peu ça. Donc, en tout cas, c'était juste pour vous dire qu'on essaye d'avoir un panel assez large d'outils qui nous permettent de répondre à des demandes assez précises. Et ensuite, bah, l'équipe voix du client chez moi est là pour essayer de mutualiser un petit peu tout ça, de faire converger tout ça et ensuite d'amener ça en interne. Alors justement, c'est quoi notre rôle avec tout ça, hein? Une fois qu'on a récolté toute cette donnée et qu'on a tout ça, on a essayé de définir, ok, mais
cette équipe voix du client, à quoi elle doit servir. Et donc, on a défini ça, et j'ai mis le petit copyright pour la blague, mais voilà, d'une fille qui est dans mon équipe, qui s'appelle Angelica, et qui est arrivée il y a un an sur le poste, et qui a eu cette phrase que je trouve merveilleuse. Peut-être qu'elle l'a prise de quelque part, donc je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'est sa phrase. C'est de permettre une prise de décision éclairée. Et c'est vraiment comme ça qu'on se positionne finalement, à la fois en interne et vis-à-vis de notre réseau de concessionnaires, c'est-à-dire voilà, tout ce feedback client, on est là, nous, pour l'analyser, le ranger, l'organiser, le simplifier, le synthétiser, pour le mettre ensuite à disposition de tous les métiers de l'entreprise, que ce soit en interne Toyota France, des gens qui travaillent sur le véhicule neuf, qui travaillent à la relation client, qui travaillent à la prévente, etc., ou au réseau, en disant, voilà, prenez cette voix du client, prenez ce feedback pour en sortir des plans d'action, pour en sortir des prises de décision éclairées à la lumière de cet avis client. C'est vraiment comme ça qu'on se positionne, et c'est comme ça finalement qu'on travaille. Et on verra voilà, sur cette partie un peu à la fin, sur cette animation, mais c'est comme ça, je trouve, qu'on a réussi à embarquer les gens sur l'intérêt finalement d'écouter et d'apporter du crédit, et je reviendrai en conclusion sur apporter du crédit à la voix du client. Alors, si on rentre maintenant sur les irritants, ça fait déjà une vingtaine de minutes, donc c'est bien, je suis dans les temps. Sur les irritants, donc aujourd'hui, je n'allais pas vous parler de tous nos irritants, même si on a des bons scores NPS, on a quand même pas mal d'irritants qui sont plus ou moins importants, mais je vais vous en sortir deux qu'on avait identifiés sur 2023. Le premier irritant, il va arriver sur ce passage entre je suis allé sur le site internet et je viens en concession. Et on va le voir, c'est ce que la plupart d'entre vous, j'imagine, appellent le traitement des leads, le lead management. Voilà comment je convertis, je traite mes leads. J'ai mis contact parce qu'en fait, chez nous, chez Toyota France, on n'appelle pas ça un lead, on appelle ça un contact parce qu'en fait, c'est une prise de contact, une première prise de contact qu'on a avec notre client, et donc on a maintenant un wording vraiment qui s'appelle le contact, et on utilise maintenant ce terme. Je vais rentrer dans le détail après, je vous montre juste le deuxième. Le deuxième, on en a identifié un. Là, c'est sur une phase d'achat, donc entre ce moment de décision et de signature pour l'achat d'un véhicule d'occasion. On avait parlé un petit peu en juin de voilà, toute cette économie circulaire qui arrive beaucoup. Dans l'automobile, ça fait très très longtemps que ça existe, et ça s'appelle le véhicule d'occasion. Vous avez peut-être sûrement déjà acheté un véhicule ou pas d'occasion, donc quelque chose qui avait déjà été utilisé pendant plusieurs années parfois, etc. Voire peut-être par 2 utilisateurs, voire 3 utilisateurs différents. Donc chez nous, ça existe depuis longtemps, mais voilà, on avait un sujet là-dessus. Si je rentre dans le détail sur ce premier, irritant qu'on a identifié au moment du traitement du lead. Donc, je vous ai remis un schéma ultra simplifié de c'est quoi le traitement d'un contact donc chez Toyota. Vous allez voir, il n'y a rien de spécial. Hein. Phase 1, bon, le client, il pense un moment à Toyota parce qu'il a vu de la pub, il a discuté avec son voisin, etc. Si tout va bien, étape 2, il va aller sur notre site internet. Il va commencer à découvrir un petit peu plus la gamme. S'il est encore plus intéressé, étape 3, il va remplir un petit formulaire sur notre site pour une demande d'essai, pour une prise d'information, etc. Donc, il va nous laisser ses coordonnées. Tout ça, ça va passer en étape 4 donc, dans notre système donc de front office réseau. Donc, tous les concessionnaires de France utilisent en revanche notre outil, sont indépendants, mais ils utilisent notre outil, qui est donc sur une base Salesforce, qu'on développe ensuite nous-mêmes. C'est aussi dans mon équipe, une partie de mon équipe, et ça, j'ai une équipe de dev, etc., qui s'occupe de ça, de créer on va dire plutôt de personnaliser la plateforme Salesforce à la sauce Toyota. Donc, si tout va bien, les coordonnées du client arrivent là, dans ce qu'on appelle un contact ou une fiche lead. Hein, c'est vraiment la même chose. Normalement, eh bien, ça arrive à un conseiller personnel qui va donc l'appeler en étape 5 pour confirmer un petit peu, creuser le besoin. Et si tout va bien, étape 6, je viens en concession. Et si, encore une fois, tout va bien, étape 7, j'achète ma voiture et je pars avec ma Toyota, très heureux. Malheureusement, ce super schéma hyper simple de Happy Flow, comme on dit, a une cassure que vous voyez ici avec cette petite foudre qu'on voit arriver entre le moment où j'ai mon contact qui est dans le système et le moment où j'ai normalement mon vendeur ou ma vendeuse, mon conseiller personnel comme on les appelle, qui doit appeler le client. Pourquoi on a identifié ça? En fait, on a plusieurs indicateurs grâce à notre plateforme Salesforce. Donc, on avait déjà des indicateurs de traitement des contacts, de traitement des leads. On a dans notre plateforme Salesforce voilà, différents statuts qui permettent de savoir est-ce que j'ai passé mon lead en intéressé ou en abandonné, etc. Donc, on savait dire un petit peu quel était le traitement fait au niveau de la concession.
Donc, est-ce que les vendeurs font bien leur travail? Est-ce qu'ils ont bien accepté tous les leads? Est-ce qu'ils ont traité, travaillé ce lead, etc. Mais finalement, on s'est dit, OK, ça, c'est ce que nous dit le vendeur, en tout cas ce qu'il met dans le système, mais c'est quoi la réalité d'un point de vue client? Et donc, on a utilisé l'enquête parcours digital que je vous ai montré, donc ces fameux gens qui ont laissé une information sur le site internet, laissé leurs coordonnées, on leur pousse une petite enquête et on leur pose une question très simple. Avez-vous bien été recontacté par votre concession? Et on met entre parenthèses appel téléphonique, message vocal, email, 3 petits points. Normalement, la règle, c'est qu'ils ont 1 heure maximum pour appeler le client. Et là, surprise, patatras, à fin 2023, on avait plus d'un quart des gens qui nous disaient qu'ils n'ont jamais été rappelés sous 3 jours. Là où ils auraient dû être rappelés, ou en tout cas recontactés dans 1 heure. Donc ça a été un relatif choc, on va dire, puisque on est tous là, tous ensemble, à un moment pour générer du business et toutes les activités qu'on fait. Là, si je prends Toyota France, faire des belles campagnes médias, avoir des beaux produits, de la communication, etc., avoir un site internet magnifique, des webforms, des plateformes, et créer du contact, tout ça, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie, des ressources, et la dernière étape, qui est normalement le truc super pour un conseiller personnel qui reçoit un lead sur un plateau en disant j'ai juste à l'appeler et puis je vais peut-être pouvoir vendre une voiture, eh bien ça, c'est pas fait. Ou en tout cas, les clients ne l'ont pas perçu. Parce qu'après, là, on a eu beaucoup de discussions. Ah, mais si, mais attends, je l'ai rappelé ce client-là. Ah, Jean-Charles Serret? Si, je l'ai rappelé. Bah écoute, en tout cas, lui, il n'a pas cette sensation. Il s'en souvient pas. Donc, on a eu des vrais débats un petit peu en interne, et ça m'amènera sur le point à la fin sur donner un moment de la crédibilité et du crédit à la voix du client. C'est quand vous commencez à donner ces chiffres-là, vous commencez à pointer du doigt, du coup, la qualité du travail qui est fait par les conseillers personnels. Et donc, ça devient toujours un petit peu qui a raison? Est-ce que c'est le conseiller personnel qui nous dit qu'il l'a rappelé qui a raison, ou est-ce que c'est le client qui nous dit qu'il n'est pas rappelé qui a raison? Donc, pour essayer de contrer ça, on se dit, OK, comment on peut faire au-delà de d'animer notre réseau et de sortir toutes ces statistiques-là et de leur dire voilà, il y a ça, etc., et de le faire. Parce qu'il y a un pas qu'on ne voulait pas faire, c'est qu'on ne voulait pas donner le nom du client qui a dit ça au vendeur. On voulait surtout éviter que le conseiller personnel rappelle, par exemple, moi, Jean-Charles Serret, en disant ah oui, vous avez dit que je ne vous avais pas rappelé, etc., c'est pas vrai, etc. Voilà, on voulait surtout pas casser ça. Donc on s'est dit ok, on doit reprendre la main et on doit finalement se donner une deuxième chance. Il y a quelque chose qui est raté. Est-ce que le vendeur n'a pas fait son boulot? Est-ce que le client est de mauvaise foi? Est-ce que le client a oublié qu'il a un message vocal sur son téléphone et qu'il ne l'a pas écouté, etc. Donc on s'est dit, OK, on doit créer un parcours, on doit trouver une manière d'essayer de récupérer un petit peu ces gens. Et donc là, je vous fais un schéma très simple, mais de se dire, on a ces fameux contacts donc, qui sont dans notre plateforme Salesforce. Et on a donc ces fameux contacts qui sont passés en statut abandonné ou qui sont non traités par le vendeur. Eh bien, ces gens-là, on va leur pousser une enquête. On va pousser une enquête et on va leur demander où est-ce qu'ils en sont de leur projet. On va un peu partir du principe qu'ils ont été rappelés. On ne leur dit pas « Ah, vous n'avez pas été rappelé ». On va juste dire « Vous êtes venu sur le site, vous avez laissé vos coordonnées, on va partir du principe que vous avez été rappelé, voilà, où en êtes-vous, est-ce que vous êtes toujours intéressé, etc. » Vraiment une sorte de requalification. Et là, en fonction de la réponse, on a 3 parcours très simples. Soit il nous confirme en 3-4 clics qu'il n'est toujours pas intéressé, parce que c'était une erreur, parce qu'en fait, il a changé d'avis, et ben on s'arrête, on laisse tranquille. Soit il va nous dire, oui, je suis intéressé, mais pas tout de suite. Voilà. Why not, dans 6 mois, 1 an. Et là, nous, on va reprendre la main Toyota France avec un parcours de marque. Donc, on va le garder un petit peu au chaud dans nos parcours CRM et on va lui pousser de temps en temps des actualités de la marque, des lancements produits, etc. Et puis, il y a ce fameux deuxième chance, des gens qui nous disent, moi, je suis toujours intéressé et j'ai vraiment envie d'acheter une voiture là maintenant, tout de suite. Et donc ça, eh bien, on va les réinjecter d'une certaine manière dans notre système de traitement de contact et on va avertir le conseiller personnel en lui disant, écoute, je te réinjecte, entre guillemets, une deuxième fois Jean-Charles Serret, je te donne une deuxième chance de bien faire. Donc merci cette fois-ci de le rappeler parce que à la limite, je ne veux même pas savoir si tu l'as rappelé ou pas. Je veux juste te dire qu'il avait été mis en abandonné ou non traité, mais lui, il nous confirme qu'il est chaud. Donc voilà, tu as une deuxième chance de bien faire. Et donc ça nous donne des super résultats parce que, ça nous a permis déjà de rattraper et de reprendre la main de la relation avec le client. Encore une fois, il faut se dire, ces clients, ils nous avaient fait une demande, ils attendaient une réponse, et potentiellement,
Ils n'ont jamais eu cette réponse. Donc, ils sont peut-être frustrés. Ils se disent, tiens, Toyota, etc. En fait, ils ne s'intéressent pas à ce que je demande, etc. Donc là, vous voyez, sur 2024, il y a plus de 50 000 contacts qu'on a réussi à cibler, qu'on a réussi à recontacter. Donc là, on recrée une relation. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des très bons taux d'ouverture et on a surtout, et ça, c'est l'étape 2, on a réussi à recréer des opportunités business. Sur les 50 000, il y a plus de 600 contacts qu'on appelle ces fameux contacts deuxième chance qui ont été réinjectés. Donc des gens qui nous confirment qu'ils étaient effectivement intéressés à court terme pour acheter une voiture. Et eux, on les a donc repoussés une deuxième fois. Et là, et ça, malheureusement, c'est une donnée que je ne vais pas vous communiquer aujourd'hui, mais on s'est même tracé voilà, dans notre plateforme Salesforce, puisqu'on fait tout de bout en bout dans cette plateforme-là, tout le taux de conversion, donc à combien on a effectivement remis un devis, donc ce qu'on appelle une simulation, un devis pour une voiture, combien ont été convertis en bons de commande, et donc combien de ventes on a réalisé. Et on en a réalisé, donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on a vraiment aussi rattrapé du business. Donc ça a été super intéressant parce que ça nous a permis, un, en fait, si on prend un peu les trois grands clients qu'on a chez nous, un, au niveau du réseau, on a pu leur expliquer, attention, faites mieux votre travail, parce que ces fameux 25% de gens qui nous disaient ne pas avoir été rappelés, il y en a vraiment qui n'ont jamais été rappelés, puisque d'ailleurs, regarde, nous, on arrive à te réinjecter des gens. Donc ça veut dire qu'il y a eu un vrai trou dans la raquette. Donc ça les a mobilisés encore plus pour animer leur conseil personnel et se dire, OK, il y a peut-être des process à changer. Deux, en interne Toyota France, ça a aussi remobilisé des gens parce que toutes les équipes communication, médias, etc., qui dépensent beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie pour faire des campagnes et qui se disent bah, tout ça pour qu'à la fin, le client soit même pas rappelé, c'était un petit peu frustrant. Donc, on vient aussi maximiser finalement les investissements internes Toyota France qu'on fait avec une efficacité jusqu'au bas du funnel auprès du réseau. Et le troisième point, c'est vraiment au niveau des clients. On a rattrapé, on a vraiment raccroché un peu les wagons avec nos clients pour leur dire non, tu n'as pas été oublié. On a peut-être eu un trou dans la raquette, mais voilà, on a repris la main et on t'a rattrapé. Et puis, bonne nouvelle qui ne gâche rien. Derrière, on a fait du business, on a généré du chiffre d'affaires et de la marge. Premier exemple voilà, d'irritant qu'on a traité sur cette partie lead. Et encore une fois, tout est parti de cette enquête et de cette voix du client qui a vraiment été. Il y a eu un avant et un après, en fait, cette enquête, parce qu'avant, on était plus dans le monitoring du réseau qui disait oui, OK, j'ai converti mes leads, etc. Et une fois qu'on a identifié le fait que des clients nous disent qu'ils ne sont pas rappelés, on s'est dit, OK, là, on est vraiment en train de rater quelque chose. On n'est pas juste dans de l'animation réseau, il faut absolument qu'on reprenne la main pour aller travailler les clients. Deuxième sujet, il me reste 7 minutes. Les clients acheteurs de véhicules d'occasion. Je vais passer un petit peu plus rapidement sur celui-là. On a une ambition très simple, mais que je mets ambitieuse parce que derrière ces mots très simples, c'est pas évident. On se parlait voilà d'économie circulaire. J'en avais un peu parlé en juin, mais chez nous, on veut maintenant traiter un acheteur de véhicules d'occasion comme un acheteur de véhicules neufs. Pourquoi c'est un vrai changement de paradigme? Il y a 10-15 ans, un véhicule d'occasion, c'était la bonne affaire au niveau prix. Donc vous achetiez un véhicule pas très cher, si je caricature un petit peu, en tout cas par rapport à son équivalent de véhicule neuf. Donc, vous étiez prêt, d'une certaine manière, à faire des compromis, et c'est ce qu'on voyait dans les enquêtes, sur l'expérience. J'achète beaucoup plus vite, la voiture, elle est déjà là, elle est sur un parking, je sais qu'elle a été utilisée, donc elle est un peu abîmée, etc. Mais je fais un bon coup, j'y vais rapidement, donc finalement, j'ai une expérience client qui me plaît parce que j'ai un achat rapide, j'ai un achat pas cher, et je l'ai tout de suite. Donc c'est super. C'est la transparence, je vois tout de suite la voiture. Donc ça allait très bien il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, en fait, depuis 5-6 ans, avec l'inflation, etc., avec beaucoup de choses, la pression un petit peu sur les rentabilités des réseaux et des constructeurs, un véhicule d'occasion, il vaut le même prix. On avait fait une étude entre un véhicule neuf acheté en 2018 et le même véhicule acheté d'occasion 3 ans plus tard. Le prix du véhicule d'occasion était le même prix que le prix du véhicule neuf 3 ans avant. Donc, les attentes des clients ne peuvent plus être, en fait, c'est plus juste la bonne affaire dispo tout de suite, parce que ça reste maintenant un budget qui est extrêmement important. Donc, on doit s'adapter aux attentes et aux demandes, finalement, qu'on peut avoir de nos clients. Donc, ces fameuses demandes, eh bien, on avait besoin de les comprendre et de les identifier. Donc, pour ça, eh bien, comme d'habitude, à la sauce Toyota, on va sur le terrain et on va déjà aller demander qu'est-ce qui se passe pour nos clients, ceux qui achètent aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont contents, pas contents et qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, on a lancé une grande enquête en 2023, 30 000 invitations à l'enquête, 7 000 répondants. Donc, vous voyez, sur un super beau taux de réponse, on était très contents, 23% de taux de réponse. Et donc, avec 7 000, on avait un échantillon représentatif hyper intéressant. Et là, on a étudié 5 indicateurs. Le premier tout en bas qui était la reco.
vraiment le NPS un petit peu classique, on va dire. Et puis, 4 grands items qu'on avait identifiés comme les grandes étapes clés. Comment j'ai été accueilli, l'essai pour une voiture, ça reste un moment très très fort de venir essayer la voiture, les informations qu'on m'a transmises et puis la qualité de la livraison. Et vous voyez par rapport à notre petite barre blanche d'objectifs qui n'est pas exactement notre seuil du véhicule neuf, mais qui s'en rapproche, et ben on était très loin. Sur la reco générale, ça allait à peu près, mais par contre, on avait vraiment des items à travailler un petit peu partout. On a beaucoup étudié les verbatims. Là, je passe rapidement, mais tout ça, c'était vraiment à partir de tous les verbatims qu'on avait pu récolter, analyser. On a identifié du coup des plans d'action. Ces plans d'action, ils sont autour de 3 piliers. Premier pilier, c'était le besoin de redéfinir l'organisation aux véhicules d'occasion. En fait, quelques années en avant, aux véhicules neufs, et ça aussi je l'avais raconté rapidement en juin, mais on avait vraiment recréé une nouvelle organisation humaine dans les concessions, puisque avant, vous parliez avec un vendeur, il vous vendait la voiture, et après, si je caricature, vous ne l'entendiez plus parler de lui, et ensuite vous alliez à l'après-vente, et vous aviez un réceptionnaire ou un mécanicien, etc. Mais en gros, vous aviez 3 ou 4 personnes, voire 5 personnes différentes pour la relation client, etc. Donc vous n'aviez pas de relation personnelle. On avait changé ça au véhicule neuf avec ce qu'on appelle un conseiller personnel, un peu comme à la banque, qui est finalement votre interlocuteur privilégié, quels que soient vos sujets. Et si c'est technique, il va ensuite passer la main à un expert après-vente, etc. Ou autre. Mais en tout cas, vous n'avez qu'un seul point de contact. On a mis et on est en train de mettre exactement la même organisation sur le véhicule d'occasion. L'objectif, c'était de cocher la case sur la partie accueil, de faciliter l'information, les échanges d'informations. Finalement, j'ai un interlocuteur qui vient tout organiser. Et puis, dans cette organisation, le conseiller personnel, il est adossé à ce qu'on appelle un expert produit. Donc, quelqu'un qui est, comme son nom l'indique, un expert des voitures, des technologies, de la technologie embarquée, des technologies moteurs, et qui est en charge d'organiser l'essai. Donc, ce n'est plus le vendeur qui fait l'essai, mais c'est l'expert produit. Et donc là, on allait valoriser justement l'essai avec une personne qui était en vraie capacité de le faire vivre. Deuxième élément, on avait besoin de refaire un petit peu l'espace d'accueil. Donc là, on est en train de retravailler, et ça c'est un travail de fond, un petit peu les espaces d'exposition des véhicules d'occasion. Il n'y avait pas toujours d'abri, il n'y avait pas toujours d'espace intérieur, donc quand il pleut, quand il fait froid, c'est un peu complexe. Donc là aussi, on va améliorer l'accueil et surtout la livraison, le cérémonial de la livraison qu'on va pouvoir créer et amener un petit peu d'enchantement finalement dans cette étape de livraison, même si c'est un véhicule d'occasion, même s'il a déjà été utilisé. Et puis le troisième point, c'est comme toujours, mobiliser les équipes. Et donc ça, on a un programme qui s'appelle le programme BRIT, qui veut dire Best Retailer in Town, puisque chez Toyota, on a une vraie volonté de s'appuyer sur notre réseau de concessionnaires, et on estime que notre concessionnaire doit être le meilleur concessionnaire de la ville. On n'a pas besoin d'être le meilleur concessionnaire du pays ou le meilleur concessionnaire du monde, mais vraiment le meilleur concessionnaire de la ville. Donc on a tout un programme de formation des équipes qui va vers ça, avec de la centricité client, avec de la symétrie des attentions, etc. Voilà, énormément de concepts pour bien animer ces équipes, et là, nous permet de cocher toutes les cases. Et là, un an après, eh bien, bonne nouvelle, grâce à ces plans d'action, on a pu eh bien, travailler avec le support de notre réseau de concessionnaires et avancer et gagner, vous voyez, entre 5 à 10 points sur tous les critères. Le score de recommandation générale, lui, augmente assez peu parce que certains clients étaient globalement contents, mais il y avait peut-être juste un item sur lequel ils n'étaient pas tout à fait satisfaits. Donc la reco générale est à peu près la même, mais en revanche, on a augmenté quasiment sur tous les critères. Et tout ça avec une croissance du business véhicule d'occasion en parallèle. Donc on a fait à la fois de la vente et améliorer de l'expérience client parce qu'on a pu identifier des points et donc convertir un maximum de clients sur la partie véhicule d'occasion. Mais là aussi, ça a vraiment été la voix du client qui a été un appui, toutes ces enquêtes, ces analyses verbatimes pour se dire, OK, mais concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Et donc de concentrer les efforts au bon endroit et là où ça allait être finalement important et bénéfique pour l'entreprise. J'arrive bientôt à la fin. J'avais un dernier sujet que je voulais vous partager, l'animation réseau. Euh, Comme je vous le disais, on a des réseaux de concessionnaires indépendants. Donc, bien évidemment, ils sont eux-mêmes sensibilisés à l'expérience client parce qu'ils savent que c'est ce qui leur permet de fidéliser un petit peu leurs clients. Mais on a quand même besoin, nous, de les animer et de les aider. Et donc, on avait créé une newsletter. Et en fait, avant, voilà, on avait une newsletter pour chaque concession. Donc, on envoie une newsletter individuelle avec les scores personnalisés de chaque site, donc des 300, un peu plus de 300 concessions.
avec voilà, la méthodo, les scores, etc. C'est fait avec Erdil, puisqu'on a énormément d'analyses de verbatim, etc. Et donc, c'est Erdil qui nous fait cette newsletter. Et on avait un envoi mensuel avec un contenu hyper large, on mettait tout dedans et on avait même un édito voilà, rédactionnel avec des partages de bonnes pratiques. Euh, cette newsletter, en fait, on s'est rendu compte, moi, quand je suis arrivé, qu'elle n'était pas utilisée. Elle était beaucoup trop complexe, trop riche, trop d'informations. Et surtout, elle était trop complexe à faire. En fait, cette régularité mensuelle, créer un édito, créer du contenu, etc., on n'arrivait pas à le tenir. Donc, on a fait quelque chose de assez différent. Alors, pas dans le mode, c'est-à-dire qu'on a toujours une newsletter, vous avez en gras et en souligné ce qu'on a changé, mais donc le début est toujours le même. On travaille toujours avec Ardil, ça, il n'y avait pas de souci. On a toujours une newsletter. En revanche, on a fait le pari d'avoir une animation beaucoup moins régulière. Donc maintenant, on est sur un envoi trimestriel, donc ils n'en ont plus que 4 par an. On a un contenu beaucoup plus simple et on n'a pas de contenu corporate rédactionnel parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça servait à rien. Et surtout, on a pensé cette newsletter comme prête à l'emploi. L'objectif, c'est j'envoie ça à une responsable qualité ou un responsable qualité en concession. Il a 15 slides et il reçoit ça le mardi. Le mercredi, il peut directement organiser un meeting, partager les 15 slides, tout est prêt à l'emploi. Ils ont juste à analyser, à travailler ensemble. Donc, c'est devenu un vrai outil de pilotage. Ce fait de laisser un peu plus de temps, ça permet aussi de laisser du temps à l'analyse des résultats, parce que quand on fait des changements sur l'expérience client, on n'a pas forcément un résultat au bout d'une semaine ou deux. Donc le fait d'avoir un temps un petit peu plus long, ça permettait vraiment d'avoir des tendances. Et aussi, chez nous en interne, on est capable de tenir ce rythme de diffusion trimestrielle, alors qu'avant, en fait, on ne l'avait pas. Donc on décrédibilisait nous-mêmes la newsletter, parce qu'en fait, on ne savait pas l'envoyer en temps réel. Je vous mets juste quelques screenshots. C'est une quinzaine de. Il y a 17 pages exactement dans cette newsletter, donc qui est faite par Erdil. Vous voyez dans le premier screenshot là en bas à droite, Powered by Erdil. Voilà, on rappelle quelques éléments de méthodologie. On a un template un peu type. Donc là, j'ai grisé, hein, comme ça, vous ne pouvez pas faire de screenshot et voir les chiffres, parce que c'est une vraie newsletter d'une concession. Mais vous voyez, on a le même format, que ce soit l'enquête prospect ou l'enquête vente. Vous allez trouver vraiment la même lecture, la même organisation, donc une simplicité d'analyse, quelques indicateurs clés, des éléments aussi Google Maps Business que vous voyez en bas au milieu, et puis quelques verbatim clés qu'on peut analyser, encore une fois, comme c'est une fois par trimestre, on peut se laisser du temps. Donc ça a été une vraie nouveauté, non pas sur le fournisseur, parce qu'encore une fois, c'est Ardil et on était très satisfait, mais plus sur la régularité. Et ça, c'est un message que je partage avec vous parce qu'il n'est pas toujours facile, c'est de dire que l'animation de la voix du client ne nécessite pas une animation hyper régulière. On a fait ce pari, on a tenté, voilà, il y a quasiment 9 mois, de se dire on fait ça au trimestre, on va voir ce que ça donne. Et ben en fait, c'est beaucoup plus efficace de leur parler de la voix du client qu'une fois par trimestre que de leur parler tous les mois. En fait, le poids de notre communication est beaucoup plus fort que quand on leur martèle un truc un peu régulier où finalement ça perd un peu de sa saveur et ça s'épuise. J'ai 3 minutes de retard. Juste en conclusion, j'ai une slide pour vous partager juste nos enjeux et challenges pour 2025. Premier enjeu, c'est de continuer à faire vivre la voix du client en interne. Et j'aime bien utiliser ça à chaque fois pour lui donner de la crédibilité et amener du crédit. Donner de la crédibilité, c'est notre rôle, et de dire, voilà, il y a la voix du client, elle est là, elle est importante, et on vous la donne. Amener du crédit, c'est les gens à qui on la donne, est-ce qu'ils y attachent de l'importance? Parce que soit je leur ai dit que ça existait, mais est-ce qu'ils l'ont vraiment pris en compte et est-ce qu'ils veulent l'utiliser? Et ça rejoint un des points que je vous disais tout à l'heure. Quand on amène la voix du client et qu'il y a des choses négatives, parfois ça vient critiquer le travail que font les gens. Ça vient pas critiquer les gens, mais ça vient critiquer le travail. Quand je vais voir les équipes produits et que je leur dis le client, il n'est pas content de la taille de son coffre ou du bruit de sa voiture, etc., pour eux, c'est une attaque presque un peu personnelle. Ils ont du mal à l'entendre. Ah ouais, mais difficulté pour paramétrer son téléphone. Ouais, mais parce qu'ils sont un peu vieux, parce que machin, ceci, cela. Donc, c'est vraiment deux choses sur lesquelles on travaille, crédibilité et que les gens accordent du crédit à cette voix du client. La deuxième, voilà, animer notre réseau de concessionnaires. Je vous l'ai expliqué, on le fait vraiment différemment, dans des temps un petit peu plus longs. Aujourd'hui, ça fonctionne. Et ensuite, nous, on a un enjeu très technique. Donc, on va basculer sur cet outil Qualtrics. Donc là, on va avoir beaucoup de change management, d'accompagnement au changement de notre réseau pour aller sur ce nouvel outil. Et puis ensuite, on a un enjeu. On a, nous, plusieurs entités, financement, assurance, etc. Et on aimerait
avoir une voix du client encore plus mutualisée qu'on le fait aujourd'hui. On le fait un petit peu, mais on aimerait pouvoir encore plus englober ça pour que on puisse, encore une fois, avoir une prise de décision éclairée à la lumière de toutes les voix du client. Et aujourd'hui, on a peut-être allé 80 ou 90%. Top. Bah, Merci de votre écoute. J'ai 5 minutes de retard. oh non, mais Euh, écoute, c'était merci à parfait. C'était parfait. Mais écoute, merci parce qu'on évoquait voilà, le transformer le PEPA en pépite, comment la réclamation pouvait être source d'amélioration, voire d'innovation, de refidélisation, donc de performance économique, d'un allié de la voix du client et de la culture. Moi, tu as fait un strike, parce que si on reprend, non mais en vrai, si on reprend ton témoignage, j'étais vraiment sur les trois, moi, comment effectivement je veux améliorer les contacts, la performance économique, elle vient derrière, parce que tu évoquais que cette reprise du contact était bénéficiaire, si j'ose dire, pour tous, pour ceux qui ne seraient pas euh, des plus en prise avec ton sujet. Bon, le concessionnaire, c'est effectivement ses sous, pour parler très cash. Et donc, c'est effectivement de la vraie vente additionnelle et donc du chiffre d'affaires, effectivement, en plus, pour lui aussi. Donc, vraiment, c'est extrêmement complet. Et donc, pour tout cela, merci. Alors, il y a beaucoup de questions. C'est pas un Je effet, vois. c'est pas un, Découvre le chat. c'est pas un effet de manche, plus les trucs qu'on m'a envoyés par SMS. Merci, les amis, mais vous n'aurez pas plus de priorité. Du coup, je vais prendre une qui est tombée peut-être dans les dernières, parce que souvent quand on parle voix du client, KPI, KPI incentive, voilà, il y a une question qui t'est posée de savoir si effectivement il y avait une incentive par rapport au KPI, notamment à ce qui concerne la newsletter. Donc plus largement, voilà, est-ce qu'il y a des corrélations, rémunérations, des anecdotes de Cobra? De Cobra, C'est ouais, pas on moi peut qui ai s'en posé la parler. question, hein. Ouais. Non, alors la réponse est non. On ne fait pas on n'incentive pas le NPS. On n'incentive pas le sentiment score. On n'incentive pas. En gros, les indicateurs de relation client ne sont pas rémunérés. Euh, Pourquoi? Et alors, on peut se faire, on va se raconter un peu l'effet Cobra, mais on a fait ça nous il y a quelques années, hein, donc c'est pas pour dire que si vous le faites, c'est pas bien. Nous aussi, on a fait. Nous aussi, on s'est Euh, planté. voilà, donc on a arrêté et c'est vrai qu'on raconte souvent cette fable et je la prends de Sandra, nous chez Toyota, qui anime la qualité en interne. C'est ce qu'on appelle l'effet Cobra. L'effet Cobra, c'est une fable, je crois, en Inde, de mémoire, d'un village qui était infesté de cobras. Et donc le gouverneur de la région a dit, eh ben, on va donner une prime à tous ceux qui nous rapportent une tête de cobra, parce que comme ça, ils vont nous aider à éradiquer les cobras. Donc super, il lance la prime, il y a plein de gens qui arrivent avec des têtes de cobra, et puis donc ils donnent les primes, etc. Et puis au bout d'un certain temps, ils se rendent compte, mais c'est bizarre, parce qu'en fait, il n'y a pas moins de cobras, quoi. On a plein de têtes de cobra, il n'y a pas moins de cobras dans la ville. Et parce que en fait, les gens se sont dit, bah tiens, vu qu'on a une prime quand on amène une tête de cobra, eh ben, on va élever des cobras, on va leur couper la tête, et puis comme ça, après, on aura de la prime, et puis on va créer de la prime. Super. Donc le gouverneur s'en rend compte, et il se dit, bah ok, mais en fait, c'est nul, parce que j'ai de plus en plus de cobras, et puis vous nous avez pris un peu pour des idiots, donc bah, on arrête les primes. Ah, t'arrêtes les primes, super. Et bah, les gens qui faisaient du coup la culture de cobras chez eux, bah, ils ont libéré tous les cobras dans la rue, et du coup, il y avait encore plus de cobras dans le village après qu'avant. La fable, ça veut dire quoi? C'est qu'on sait très bien comment ça fonctionne et nous, on s'est un peu cassé les dents aussi il y a quelques années là-dessus. Quand je te dis, je te donne de l'argent si ton client il met 9 ou 10, on sait très bien comment ça se passe. Le vendeur va dire au client, monsieur le client, il faut mettre 9 ou 10 hein, parce que sinon je ne vais pas avoir ma prime, etc. Et donc on se retrouvait avec des verbatims de gens qui soit étaient sympas avec leur vendeur et disaient, j'ai mis 9 ou 10, mais en fait parce que le vendeur me l'a demandé, voilà. Ou à l'inverse, qui disent, je vous mets 3 parce que c'était très bien, jusqu'à ce qu'on m'impose de mettre une note, et donc voilà, c'était nul. Donc on s'est retrouvé à se dire, ok, en fait, ça n'a aucun sens parce que ça a créé un effet pervers plutôt qu'un effet cobra dans les mentalités, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de primes, il n'y a pas de bonus, mais on essaie de leur valoriser, de leur expliquer à quoi ça sert, sont quand même globalement convaincus, hein, c'est tous des investisseurs et ils font tourner leur boutique, mais c'est plutôt de leur expliquer à quoi ça sert et surtout quelles sont les actions qu'on amène et comment on peut l'améliorer. Parce que si tu traites bien ton client, tu fais de la rétention client, tu vends plus à la pré-vente et ainsi de suite, tu crées du bouche à oreille. Donc on est plus dans cette valorisation du client plus que dans la rémunération qui a eu des effets pervers.
Ouais, et à ce titre, je viens de vous poster sur le chat un témoignage qu'avait fait Christophe Benavent qui s'intitulait Du cockpit au fétiche, bon, le KPI du cockpit au fétiche, et tout est dit. C'est-à-dire qu'effectivement, le KPI est là pour permettre de se déplacer et le fétiche est là pour être, comment dire, une finalité intrinsèque et du coup, on amène l'entreprise au carton. Ouais. Euh, dans les questions qui ont pu être posées alors, de manière très pratico-pratique, c'était de savoir quel pouvait être le taux de retour sur les enquêtes de SAT. Je pense que c'est en écho à ce qui était dit au début. On a une sursollicitation des enquêtes. Par rapport à ce que tu évoquais, de donner quelque part du sens et de noyer un petit peu l'enquête en apportant du Ouais. contenu. Voilà, je pense que peut-être que ton taux de SAT vient confirmer cette logique. Ouais, Pardon, enfin, attends, pas le taux de SAT, le taux de retour, le taux de ouais. réponse à l'enquête. Ouais, on a vraiment, pour se donner quelques chiffres, donc je reviens pas sur ce que je disais tout Oui, à l'heure, quoi. oui, Donc c'était vraiment de l'intégrer dans une oui, communication personnalisée qui bien fait que sûr. voilà, c'est fondu et c'est logique et on te parle et donc tu nous parles et c'est ce que je disais, Oui, c'est créer une discussion en fait, cette communication, ça devient une discussion oui. avec le client. Nous, on te dit des choses, donne-nous des choses en retour et puis comme ça, on se nourrit. Et juste pour vous donner quelques chiffres, hein, on a des taux d'ouverture de nos communications qui sont de manière générale, entre 60 et 75% d'ouverture de nos emails avec nos clients. Donc, on a des très, très bons taux d'ouverture. On a T'as des dit taux de combien? clics De entre combien? 60 et Oui, 75%, tu vois, de taux d'ouverture, ouais, à peu c'était près. juste. On a des taux de clics qui sont pas loin de 15%, Ouais. donc qui sont très élevés. Et sur la partie enquête, alors ça dépend un peu des profils, hein. Les enquêtes sur des gens qui viennent d'acheter ou qui sont avec nous, on a des taux de retour qui sont très élevés. Là, on a vu sur le VO, c'est 23%. Sur le véhicule d'occasion, sur la partie véhicule neuf, on monte à 40%. Sur la prévente, on est aussi plutôt autour de 30-35%. Là où ça pêche, c'est plutôt sur la partie prospect, sur les gens qui ne sont pas encore clients. Là, on est plutôt dans des 10% à peu près. Mais ce qui reste quand même des taux assez Bien élevés, sûr, bah, et clairement. qui nous permet d'avoir voilà, un vivier de voix du client et de feedback qui sont extrêmement importants. Top. Deux questions ou remarques. Alors, tu évoquais Benoît Larère tout à l'heure, donc je vais le désigner. Il disait, vous devez automatiser, donc Toyota, la création des slides de la newsletter en injectant le contenu de chaque concession dans le format. Donc, je pense à la question de la personnalisation et savoir si cette personnalisation, le cas échéant, est-ce qu'elle est automatisée ou non. Ouais, bah ça c'est avec Ardil en Ouais, l'occurrence. On a donc ouais, la newsletter est individualisée, donc on fait 300 newsletters, on en fait une par site, vraiment par site de vente. Et ils retrouvent tous exactement leurs chiffres à eux, donc ils ont toujours la moyenne nationale, enfin voilà quelques indicateurs de référence un petit peu. Et ensuite c'est uniquement voilà leur score NPS, leur verbatim, leur Google My Business, tout est personnalisé, automatisé avec Ardil et un envoi automatique. Voilà, on a identifié deux ou trois personnes en concession qui sont chez nous ce qu'on appelle des responsables qualité et donc qui ont ce rôle d'animer justement un peu tout ce qui est lié à la qualité au sens large et donc l'expérience client en fait partie et donc la voix du client aussi. Mais donc ouais, tout est automatisé ouais. là aussi avec le soutien d'Ardil. Top. Une question alors qui vient peut-être qui pourrait venir à la cause racine sur l'absence de rappel des leads. Et Denis qui nous dit et qui te dit, on constate la même chose chez nous, entre parenthèses, le non-rappel des leads. N'avons-nous pas un souci au niveau de la motivation du vendeur et des commerçants? Alors, je ne sais pas si du coup vous êtes allé sur les motivations, non pas les motivations ou les causes. Si Ouais. tu as deux, trois trucs éventuellement pour... Ouais, alors oui, c'est clair qu'il y a un souci de motivation. Il y a, bah voilà, nous c'est des conseillers commerciaux. La difficulté qu'on a eue, et là on s'est rendu compte, c'est que ils sont parfois échaudés par un type de lead ou un type de contact. Parce que nous, encore une fois, là, c'est des contacts qui sont principalement nationaux. Là, je vous ai fait l'exemple du site internet, mais ça peut aussi être des gens qui ont été sur une campagne Facebook, qui ont été sur une campagne Le Figaro, bref, tous les endroits où vous pouvez trouver un formulaire digital pour mettre vos coordonnées. Et c'est vrai il y a des degrés de chaleur. Forcément, on fait des campagnes parfois de notoriété, donc c'est des Mhm. gens qui ont D'accord. juste une première prise d'intérêt. Ouais. Et là, on s'est rendu compte que, eh ben, comme par hasard, ces leads-là, ils sont quasiment pas traités. En fait, ils étaient mis en abandonné. Nous, c'était le Ouais. premier indicateur qu'on voyait dans nos systèmes. Et on a analysé en fait plusieurs choses. Ça, je vous donne une petite clé. Donc, un, vous pouvez faire une enquête comme on a fait là, c'est-à-dire contacter les clients. Est-ce qu'ils ont bien été recontactés? Le deuxième truc qu'on a fait, nous, dans notre système, c'est qu'on pouvait voir en combien de secondes le contact a été traité. Et on s'est rendu compte que sur une certaine catégorie de campagnes
notamment une campagne qui a été faite avec le Figaro, qui était juste un truc de visibilité, donc effectivement des gens pas très chauds. Ils en ont appelé un ou deux au début. Le client a dit non, mais je suis pas chaud tout de suite, je veux juste un peu m'intéresser. Donc le vendeur s'est dit ok, lead Figaro égale pas un gars à qui je vais vendre une voiture dans la semaine qui vient, donc qui va pas me permettre de finir mes objectifs du mois. Donc maintenant je les traite plus. Et donc quand je vois un lead Figaro qui m'est Je assigné, pars. hop, je le mets directement en abandonné, mais en 2 secondes. Donc en fait, on a eu besoin d'indicateurs pour y aller. Mais encore une fois, on ne motive pas financièrement. Là, l'idée, c'est d'essayer de leur dire, et là, on travaille plutôt avec leurs patrons, avec les managers, leurs managers directs, voire avec leurs investisseurs. En disant, écoutez, là, tout ce qu'on fait, c'est pour amener du business. Vous êtes un concessionnaire indépendant, Toyota a besoin de gagner de l'argent, et vous aussi. Et tout ce qu'on fait, c'est pour vendre des voitures. Après, il y a des gens qui vont acheter tout de suite, et puis après, il y a peut-être des gens qui vont acheter dans 6 mois. Mais celui qui veut acheter dans 6 mois, si tu ne le rappelles pas maintenant, tu ne l'auras pas dans 6 mois. Donc c'est vraiment une mécanique comme ça, mais on a besoin d'indicateurs. En fait, dès qu'on leur donne des indicateurs, elles disent ah ok, là j'ai un truc pour aller vérifier. Sinon, c'est ce que je disais au début, c'est un peu la bataille du chien et du chat. C'est non mais si j'ai rappelé, ah non mais il dit qu'il n'a pas rappelé, non mais si j'ai rappelé, etc. Mais quand vous arrivez avec votre vendeur et que vous lui dites, tu as 25 leads que tu as transférés en 2 secondes, et j'ai 25% de clients qui me disent qu'ils n'ont pas été rappelés, il y a un problème. Et là, on creuse et on avance, etc. Et ça, on l'a même par personne. Donc, on sait aussi identifier parfois les mauvais vendeurs, entre guillemets, c'est comme le bon et le mauvais chasseur. Voilà, il y a le bon et le mauvais vendeur, quoi. Mais c'est vraiment une logique aussi de leur faire travailler sur du portefeuille, parfois à long terme. Ça prend du temps. Honnêtement, c'est long. Mais on a besoin d'indicateurs et de voix du client. Top. Bon, bah écoute, en tout cas, un grand merci, mon cher Jean-Charles, un grand merci Séverine. Voilà, on a pris voilà, quelques questions qui fait qu'on a débordé, nous aussi, de quelques minutes. Alors, je sais que certains ont déjà présenté leurs plus plates excuses pour courir à la réunion. Pour ceux qui voudraient aller plus loin moi, plus loin, ou passer plus de temps davantage encore sur Toyota La Culture, je me suis permis de vous partager en commentaire une intervention de l'année dernière de Denis Gambard, qui était à l'époque patron à l'Europe pour toutes les questions de commerce et qui embarquait, je crois, également le SAV. Alors, il a rejoint d'autres fonctions Ouais. de DG, je crois, France ou Europe sur d'autres sujets. Sur la euh, mobilité, ouais, sur voilà, toute sur la la partie mobilité, mobilité. toujours chez Toy. Mais Ouais. du coup, voilà, vous pouvez à travers le témoignage de Denis Gambard, voilà, une vision aussi de la culture qui a été évoquée. Voilà, c'était pas le sujet du jour, mais si vous voulez creuser, voilà, on a parlé de Motenashi, on a parlé d'autres choses, mais voilà, si vous voulez revenir à l'ADN, et l'intervention qui avait été la sienne était sur les liens entre innovation et relations clients. Et du coup, c'était intéressant aussi de voir la dimension de la tradition, entre guillemets, et qui n'est pas une pesanteur dans nos entreprises, mais une force. Et c'était un des messages nombreux qu'avait partagé notre compère à cette occasion. Je me suis permis aussi de vous mettre sur un lien sur LinkedIn sur lequel on partagera probablement dans les jours à venir la synthèse illustrée du témoignage de Jean-Charles et de Séverine. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par retour de mail. Un support peut-être réduit, peut-être synthétisé, retravaillé. Je ne sais pas quel est le mot que je vais utiliser, peut-être sur de ta présentation, Ouais. Jean-Charles, à moins que tu l'envoies comme Ouais. ça, mais il y aura peut-être quelques modifs. On a évoqué un ou deux points peut-être qui Ouais. seraient. Écoute, je vais regarder quelques modifs et je Ouais. peux prendre, je sais pas comment je peux récupérer, tu vois, toutes les questions du chat et peut-être essayer Alors de moi, je mettre peux sur une voir pour forme. essayer de faire un grand copier-coller artisanal Ouais, et et à peut-être la de faire une limite, foire aux j'essaierai de questions. répondre, tu vois, à quelques questions et Ouais. qu'on pourra partager du coup en J'ajouterai réponse toutes à les vos questions. questions de tes concurrents direct. J'ai pas dit confrères, j'ai dit Voilà, concurrents exactement. direct. Voilà. Puis on fera une réponse ourbi et orbi sur LinkedIn sans passer par la com. Donc ça sera Bien parfait. sûr, bien sûr. Évidemment. Et puis bah voilà. En tout cas, j'en profite pour vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes de Noël, hein, parce qu'il est probable qu'on ne se revoit pas avant l'année prochaine pour bon nombre d'entre vous. Pour ceux qui ne seraient pas encore dans la maison, mais qui seraient des passionnés, ben voilà, il y a les pépites café, mais aussi plein d'activités, des clubs métiers, notamment où on réunit nos adhérents par secteur d'activité, la mobilité, l'hôtellerie, restauration, tourisme, l'assurance, la banque, les logements, l'agroalimentaire. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Mais voilà, c'est aussi d'autres activités qui sont proposées à nos membres. On a des conventions, bref, on propose plein de choses. On est une association à but non lucratif, donc nous non plus, on n'a pas d'incentive tout court. Donc, si vous adhérez, ça fera pas, ça fera juste plus d'informations et on sera tous moins cons à avoir plus de partage d'expérience à partager. Donc, en tout cas, le vrai message, c'est joyeuses fêtes de Noël à tous. Ravi de la qualité de ces échanges. Voilà, il y a plein de messages que je te copierai, que je t'enverrai aussi, mon cher Jean-Charles, qui sont très positifs.
à l'égard de vos Super. deux prêts. Encore merci, ma chère Séverine, Avec d'avoir plaisir. bravé le froid bisontin, d'avoir sorti ta pelle, dégelé ton automobile pour être allé au bureau Exagère. avant l'heure. Non, un tout petit peu. Et puis à tous, un immense merci. Voilà, plaisir et la joie de vous retrouver au plus tard l'année prochaine. Et puis à très bientôt. Et en attendant, continuons de transformer le pépin en pépite, les amis. Merci beaucoup. À très Merci. Très bonne journée bientôt. et bonne fête de fin d'année. À Merci bientôt. à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.